Salut, bonjour. Tu l'as? J'allais t'appeler. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Excuse-moi, je suis un peu en retard. Non, non, mais je t'en prie, je t'en prie. Non, non, c'est bon, je voulais juste vérifier avec toi si tout se passe bien, que tu es bien connecté, bien installé. Ça va, ça va. Il y a 3 mois que je ne fais que ça. J'imagine. Mais tu le fais dans d'autres langues, hein? Là, c'est la première fois que tu le fais en français? C'est pas la première fois que je fais en français, mais peut-être c'est la deuxième fois que je fais en français. Ok, ok, ok. Et Excellent, tu vas excellent. voir que mon français est rouillé complètement. Ah ben non, ça va. Non, non, en plus, c'est des termes techniques, hein. Tu vas pas te... Comment vas-tu? Alhamdoulilah, ça va, ça va. Oui, tu as J'essaie de fini ton me... ramadan? Ça va, ça vient de finir, hein. C'est Donc pour ça ça. va. Et toi, t'as pas trop fini, non? Euh, Bon, ben, on a travaillé très dur pendant le ramadan et puis là, J'imagine, j'imagine, ça j'imagine. continue et puis ça va. Donc, tu t'es retrouvé à Barcelone. Donc, t'as pas, Oui, oui, je suis arrivé de Mozambique 2 jours avant le lockdown de Barcelone. waouh, t'as Por eu de los la chance. pelos, oui, très, très juste, mais je suis réussi à arriver. Ah, alhamdoulilah. Oh là là. Ben, écoute, moi, j'étais au CDC d'Atlanta hein, à l'époque. Oh Il y là là. avait une réunion. Il y Oui, avait une réunion et à l'époque, c'était tranquille en fin février. Mais ils parlaient juste de la production du vaccin. Ils étaient frileux pour produire les vaccins, les premiers. oui. Mais ça parlait, même les dépistages, c'était très léger. Ah, c'était intéressant de vivre ça sur place. Hein. Ah, C'était très intéressant. j'imagine. Et, oui, 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 c'est ça. Et voilà. Mais c'est une période intéressante. Hein. C'est une période intéressante. Et tu travailles sur quoi maintenant? Moi, maintenant que sur le Covid, parce que c'est l'urgence absolue Oui, et je oui, ne fais oui. que ça, Ok, mais je continue avec mes choses, des autopsies, des paludismes, de oui, pneumonie, un peu la très même bien. chose que tu connais bien. Oui, oui, oui. Eh ben oui, quand on fait bien quelque chose, il faut s'y coller. Oui, je ne sais pas si parce que je fais bien ou parce que je ne sais faire que ça. En tout cas, dis-moi, est-ce que les questions que je t'ai envoyées, ça te convient? Je ne me rappelle pas des questions. On improvise, j'ai aucun problème. Tu me fais Ah, toutes ok, les ok, questions que tu on veux improvise et parce que, moi, je réponds tout ce que je pense. ok, excellent. Parce que Mm. l'idée vraiment, c'est de parler des bonnes pratiques de la recherche. Parce que D'accord, souvent, on entend ici, ah, c'est l'urgence et tout ça, l'éthique, c'est pas important, les bonnes pratiques, c'est pas important. Donc moi, je voudrais vraiment mettre l'accent là-dessus pour d'accord. dire que même en dehors de, même pendant l'urgence, il faut vraiment avoir une bonne qualité de données et respecter les participants. Un autre élément aussi, c'est que tu nous dises aussi par rapport à tes différentes recherches et implémentations des projets de recherche dans les différents continents, parce que j'ai vu que tu as travaillé en Inde, au Pacifique, en Amérique latine, au Maroc, Mm. au Mozambique, en Europe, que justement pour avoir une bonne recherche, il y a le système de santé qui doit être là et prêt, et aussi il y a de la participation communautaire. Donc tu vas essayer de nous donner une idée de par rapport aux différentes cultures, aux différents systèmes de santé, par rapport à des pays développés et peu développés, comment tu vois que euh, la recherche peut se faire, et surtout en situation d'urgence, et quels sont les conflits éthiques possibles. D'accord, Ça te va? d'accord. Et puis les perspectives, et puis ton expérience particulière en tant que pédiatre, épidémiologiste sur le Covid. Voilà, c'est ça. D'accord, parfait. C'est l'idée, c'est l'idée. Voilà, super. Donc, voilà. Donc, Et c'est c'est en qui principe, se c'est ça. connecte? C'est qui l'audience? Alors, je t'explique. L'audience, ce sont mes étudiants en médecine que j'ai invités. Oui? Et puis, la faculté de médecine, certains collègues Hmm. qui font de la recherche. Et puis, il y a un collectif du Covid qui est multidisciplinaire, où on est des physiologistes, on est des immunologistes, on est des mathématiciens qui Oui? travaillent sur le Covid. Parfait. Donc voilà, mais euh, c'est ça l'idée. Donc là, non, vous ne me voyez pas bien. Ouais, là c'est bon. Je ne savais pas que ma vidéo n'était pas connectée. Là, tu me connais bien. Tu retrouves Iman que tu connais. Ça n'a pas changé du tout, Iman. Et immortel.
Moi, je vieillis, il y a mes cheveux qui deviennent blancs, mais toi, c'est toujours la même. Ah non, non, là, tranquille, j'ai pas le même rythme de vie que toi, hein, Peut-être ça s'aide, oui. tellement. Ben écoute, Parfait. on va essayer d'être ponctuel. Il reste encore 3 minutes. On va attendre Oui. que les gens arrivent. Je me Mais mets en donc, mute 3 minutes et tu m'appelles, ok. tu me présentes. Ah oui, oui, certainement. Alors, je vais te présenter comme je veux. J'imagine, tu n'as jamais fait différemment. Donne-moi Voilà. 2 minutes. Parfait. Vas-y, vas-y. Parfait. Docteur Azouni, ça va? Il faut juste se placer, c'est-à-dire au milieu de la Ah cave. oui, 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 oui. Alors, attendez. Il y a plus de lumière parce que le soleil a tourné. Ça va comme ça? Parfait. Il y a un peu Excellent. plus de lumière, Oui. mais c'est bon. Euh, c'est bon comme ça? Disposition est parfaite. Alhamdoulilah, je suis contente. Donc, ouais. Alors, la première partie, on la diffuse pas. Vous avez déjà commencé à enregistrer? On n'a pas commencé à diffuser. Ah, super, super. Excellent. Donc, on va attendre 2 heures. Oui, 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 tout à fait. Tout à Le fait. temps Et que puis, les spectateurs arrivent. Après, je vais commencer à diffuser vers 2h05. parfait, parfait. Excellent, excellent. Merci beaucoup. Vous avez Merci combien pour de votre participants? collaboration et patience. Hein? Vous avez combien de participants à peu près? Ben, écoutez, là, j'en vois 5. C'est dramatique. Non, non, en fait, ce n'est pas encore ouvert. Ah, ok, ok, ok. Donc, peut être ouvert qu'à 2 heures. Donc, dans Très 2 bien. Alors, ce Ça, que c'est j'ai juste vu, un test, mhm, juste pour tester. Après, oui, on va commencer à, c'est-à-dire vers 2 heures, donc ils vont mhm, arriver, et on va oui. commencer à diffuser vers bon, le temps que les spectateurs arrivent. Ok, ça marche. J'espère qu'ils arriveront. Ben, il y a eu 30 inscrits. J'ai envoyé l'invitation à d'autres personnes qui ne se sont pas inscrites. Mais de toutes les façons, je n'ai pas encore demandé à Kike s'il est OK pour l'enregistrement et pour la diffusion, mais je pense que oui. Donc, on va lui demander au fur et à mesure. Enfin, je vais lui demander avant qu'on commence, mais en principe, ça ne C'est-à-dire, devrait pas Ça être va, un ça problème. va, ça va. OK, Ça fait. cool, cool. Voilà. On parle de consentement, c'est important de le pratiquer, hein. Tu te connectes où? Tu es chez toi? OK. Oui, excuse-moi, j'étais en mute. Oui, Ah oui, je t'en je prie. suis chez moi. OK. Comment vont les enfants? Ils vont bien, ils sont 8 ans déjà. Waouh! Ils Ah, c'est fou. grandissent. C'est fou, c'est fou, c'est fou, Ouais. ça passe vite. Ouais. Et comment elle va, ta femme? Ça va? Elle a avancé? Elle a fini son master? Oui, oui, elle a fini sa thèse. Ah oui, carrément. Le dernier, 10 jours avant le lockdown, elle a défendu sa thèse doctorale. Waouh. Super. Elle a travaillé sur quoi? J'imagine la malaria. Non, 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 elle est anthropologiste, tu te rappelles? Ah oui, 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 tout à fait. Tout à Oui. fait, tout à fait. Alors, elle a fait sa thèse sur la partie anthropologique du post-mortem, des études d'autopsie. Très bien, très bien, très bien. T'as pas pensé à implémenter ce projet au Maroc, toi? Oui, j'ai parlé L'autopsie verbale. avec Barakat sur ça. Ok. Parce que le lieu où il y a plus de morts, c'est le Chez elle? nouveau-né. Moi, j'aurais pas été flattée, hein? Non, mais c'est le lieu où, en plus où il y a plus de morts infectieuses. Et la Ah méthode mon fonctionne Dieu. surtout bien pour les infections. Pour les adultes, ça fonctionne moins bien. Non, ouais, ouais, ouais. Ah, ça serait très intéressant. Oui, alors maintenant, on va commencer une étude avec elle de méningite, finalement. Ok, ok. Et l'idée, c'est on a commencé la diffusion, Oui, donc ok, on attend les spectateurs maintenant. J'ai donné ok, très bien. Ok, bah écoute, Kike, on finira ces discussions tout à l'heure, mais ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais te présenter aux participants dans le cadre de ce webinaire et puis après, on commencera. Alors, Parfait. bonsoir tout le monde, je suis Majandi, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport au premier webinaire qui introduit les principes éthiques de santé publique au temps du Covid.
Tout de suite, nous allons participer avec Dr Kike Bassat à un webinaire spécifique à la recherche clinique et à la recherche en santé publique au temps du Covid. Alors, Dr Bassat a répondu favorable à participer avec nous et j'en suis très heureuse parce que c'est la personne pour parler de la recherche et de l'éthique de la recherche en urgence de santé publique ou dans des pays en développement. Alors, Dr Kike Bassat, pour le rappeler, et tenez-vous bien, c'est un pédiatre épidémiologiste et aussi éditeur d'une revue Journal of Tropical Pediatrics. Et il a travaillé sur les 5 continents. Il a implémenté des projets de recherche, conduit des projets de recherche. Alors lui, il focalise en principe sur les maladies infectieuses, bactériennes et virales, et aussi parasitaires, puisqu'il est le directeur du programme de la malaria à l'Institut de santé globale de Barcelone. Et également, il est professeur assistant ou associé plutôt à l'Institut de recherche catalan. Alors, nous avons travaillé avec lui au Maroc pendant 5 ans et il continue à travailler avec le Maroc. Et justement, avec ces rapports-là, nous l'avons invité à informer, sensibiliser les étudiants en médecine et aussi tous les professionnels de santé à l'importance de la recherche en période de pandémie, mais il faut que ça soit fait dans les règles de l'art, en respectant les principes éthiques et en respectant la rigueur scientifique et bonne qualité de données sur lesquelles toutes les mesures, aussi bien de prise en charge immédiate et aussi à long terme, se basent sur cela. Alors, je voudrais, avant de donner la parole au professeur Kike, de situer un peu la problématique de la recherche sur le Covid. Alors, il faut savoir que la recherche, c'est une valeur sociale très importante parce que, surtout en période d'urgence de santé publique, on a besoin de moyens efficaces pour lutter contre la pandémie. Cependant, néanmoins, même si c'est une valeur qui est partagée par le monde entier au niveau des communautés, elle pose néanmoins certains problèmes éthiques qui sont la vulnérabilité des populations et comment on obtient un bon consentement pour participer aux recherches. Un autre élément qui est très important, c'est de pouvoir protéger la population en évaluant et en étant capable d'évaluer le risque et le bénéfice de ces recherches-là. Un autre point qu'on va discuter, je pense, mais qui n'est pas encore d'actualité, ce sera une fois que les vaccins produits ou un médicament est efficace et c'est prouvé scientifiquement, qui aura accès? Comment va se distribuer de façon juste ces produits qui seront bien entendu limités et je le suppose. Alors un autre élément qui est très important, c'est que en absence de ressources humaines qui participent suffisantes, qui vont participer à la prise en charge des patients, il y a un amalgame entre le positionnement en tant que chercheur qui participe à des protocoles de recherche pour améliorer la prise en charge des patients liés au Covid et son rôle de médecin. Donc, il y a une thérapeutique misconception et à ce moment-là, il va falloir se partager. Est-ce qu'on peut conduire des protocoles de recherche et en même temps traiter les patients? Un autre point aussi important sur la recherche, et ça, Dr Bassat le connaît très bien, c'est la protection des populations vulnérables, notamment les enfants et les participants des pays en développement. Alors, j'espère qu'on aura l'occasion de traiter tous ces sujets-là. Et donc, on va aller du plus général, de la recherche en général, les principes éthiques de la recherche en général, et quelles sont les plateformes nécessaires aussi bien du système de santé que des centres de recherche qui puissent supporter la recherche déjà en situation normale, mais en plus en situation d'urgence, c'est encore plus délicat. Et puis, au fur et à mesure de ces réponses, on va cerner un peu plus le sujet autour du Covid. Alors, Dr Kike, si vous voulez vous présenter, commencer par déjà répondre à la première préoccupation, c'est est-ce que toutes les plateformes de recherche, est-ce que tous les pays, tous les systèmes de santé pourraient mener des recherches en urgence santé publique et participer à des projets de recherche ou des essais cliniques pour faire face au Covid? Et sinon, pourquoi? Quels sont les préalables pour pouvoir aussi bien protéger les patients que pour avoir une bonne qualité de données sur lesquelles on va baser le contrôle de la pandémie. À toi la parole, Kike. Merci. Merci, Iman, et bonjour à tous. Je vais commencer par m'excuser pour mon français qui est un petit peu rouillé. J'espère que vous allez tous me comprendre bien et me suivre. N'hésitez
n'hésitez pas, s'il vous plaît, à m'interrompre. J'espère que ce sera plus une discussion en groupe ou qu'un monologue ou un dialogue entre Iman et moi. En principe, Iman demandait si tous les pays sont prêts à faire de la recherche et quelles sont les nécessités basiques pour faire de la recherche dans le contexte d'une pandémie globale, non? Oui. Moi, je dirais qu'a priori, oui, tous les pays sont prêts, peuvent le faire, mais ils doivent suivre une certaine méthodologie nécessaire pour le faire dans des conditions satisfaisantes. On ne peut pas faire de la recherche de forme improvisée, on ne peut pas faire de la recherche qui n'a pas été suffisamment réfléchie. Et il y a une méthodologie habituelle que quand on a une idée de recherche, il faut en général l'écrire sous la forme d'un protocole. Et une fois on a un protocole, il faut que ce protocole soit revu et approuvé, on dit Oui, 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 tout à et fait. approuvé par les institutions qui ont ce rôle-là, qui jouent ce rôle-là dans chaque pays. Et il y a différents types de révision, non? Il y a la révision évidemment technique ou scientifique, et ça c'est normalement les chercheurs et les comités de recherche dans tous les pays qui font ce rôle-là. Mais il y a surtout le rôle ou la révision éthique et régulatoire, non? Ce genre de révision est fondamental parce que c'est la seule barrière entre une idée et l'implémentation d'une idée. Si on n'a pas cette barrière-là, on peut faire beaucoup de bêtises, sincèrement, parce que historiquement, nous savons que sans une bonne révision éthique, il y a de la recherche qui s'est faite dans le passé qui n'était pas bien conçue et qui ne respectait surtout pas les droits des populations plus vulnérables. Alors, cette révision éthique, ça sert à quoi? Ce n'est pas une révision technique, puisque en théorie, les personnes qui conforment un comité d'éthique dans un pays ne doivent nécessairement pas être experts dans tous les thèmes qu'ils vont réviser. Ils ne peuvent pas parce qu'ils doivent réfléchir et réviser tous les protocoles qui lui arrivent de tous les thèmes différents. Mais ils doivent avoir une bonne connaissance des thèmes éthiques fondamentaux. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir une connaissance des thèmes éthiques? Ça veut dire, est-ce que le risque-bénéfice de la recherche qu'on est en train de me proposer est toujours favorable aux patients qui participent? Ça, c'est la question fondamentale à qui doit répondre. Et est-ce que les risques possibles que les patients ou les individus qui participent dans la recherche sont suffisamment petits pour que le bénéfice de faire toute la recherche soit supérieur au potentiel danger de la faire? Oui. Une fois on répond à cette question-là, c'est facile. La révision éthique simplement doit veiller pour les droits des participants. Mhm. Il y a des dizaines de conférences et de règles et de lois éthiques qui expliquent quels sont les droits des participants, pourquoi on ne peut pas obliger à quelqu'un à participer, pourquoi on doit toujours assurer que la personne qui a accepté de participer puisse se retirer à temps, pourquoi les personnes qui participent doivent être très bien informées de qu'est-ce qui va se passer, quels sont les risques des interventions qu'on va tester. Mais tout ça est très, très bien recueilli dans les lois de l'éthique de recherche. Et je ne vais pas vous expliquer les détails. Mais en général, la question à répondre toujours, c'est est-ce que ce qu'on va faire ne constitue pas un risque inacceptable pour le participant? Très bien. Alors, c'est très intéressant le fait que tu as insisté 2 fois sur le participant, est très intéressant. Maintenant, comment tu arrives à obtenir le consentement du participant s'il n'est pas habitué au concept de recherche? Oui. Et la communauté aussi. Comment vous voulez qu'une communauté qui est en milieu rural puisse comprendre qu'on fait un projet de recherche qui pourra bénéficier à la population mondiale, alors qu'elle peut-être, ça ne l'intéresse pas?
comment on peut dépasser ça? Oui, je vais utiliser un exemple du Mozambique. C'est le lieu où je travaille le plus. Et vous pourrez très bien comprendre deux exemples du Mozambique, d'études qu'on a faites. Le Mozambique, c'est un pays de l'Afrique du Sud, un des pays plus pauvres traditionnellement du monde, avec une population surtout rurale, avec un degré d'analphabétisme Oui, très, 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 très grand, surtout dans les zones plus rurales. Euh, Et l'année 2003, on a commencé là-bas une étude du vaccin du paludisme. très bien. Euh, C'est une zone très endémique pour le paludisme. Et évidemment, la population des zones rurales où on travaille ne comprend pas le concept abstract de la recherche. Mais ils ont vécu toute leur vie avec la présence du paludisme. Ils connaissent absolument bien qu'est-ce que c'est le paludisme, que le paludisme cause des morts parmi leurs enfants, que leurs enfants doivent aller souvent, à cause des fièvres, chercher du traitement. Alors, il faut descendre le niveau de la discussion jusqu'à un niveau qui soit compréhensible par la population. Et les stratégies que nous adoptons toujours, c'est qu'on informe d'abord les chefs communautaires. Et on fait ce qu'on appelle community engagement. On les involucre, non, on les fait On les participer. inclut, on les On fait les inclut, participer. on les inclut et on leur explique ce qu'on prétend faire et on leur demande leur avis. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? D'accord? Très bien. Pour un vaccin du paludisme, c'est très facile parce que la population, même la population de zones rurales, connaît les vaccins, c'est de l'importance des vaccins. Ils savent que quand les enfants naissent, ils doivent se vacciner, que ça protège contre les maladies. Même s'ils ne savent plus que ça, le concept de vaccin est là. Il est bien intégré dans les connaissances. Excellent. Le paludisme, c'est la même chose. Il s'est très bien intégré. Ils savent ce que c'est. Alors, un vaccin pour le paludisme, c'est d'accord, je comprends cette idée-là. Oui, J'aime l'idée de participer dans une recherche qui va protéger mes enfants pour le paludisme. Mais excellent. l'ordre, c'est toujours ça. Je vais d'abord à la communauté, j'explique ça, je recueille leur avis, parce Mhm. que souvent, c'est très utile d'avoir leurs impressions, parce que tu peux intégrer ces idées-là dans ton explication ultérieure. Oui, Et alors, une fois que tu as cette information, tu sais que les chefs communautaires sont contents de travailler ce thème-là. Alors, tu vas devoir faire le consentement individuel. très Parce que bien. chaque participant doit recevoir son consentement. Très bien. Ici, l'intérêt, c'était vacciner les enfants. Alors, tu ne peux pas parler aux enfants. Les enfants de plus de 10 ans ou de 12 ans sont capables de comprendre et tu vas leur demander ce qu'on appelle l'assentement. Oui, Mais pour les mineurs, c'est toujours obligatoire d'avoir le consentement parental ou de la personne qui a pris en charge ces enfants. d'accord. Et alors, il faut leur expliquer la même chose. Il faut leur expliquer avec des détails quels sont les risques, quelles sont les conséquences de participer, qu'est-ce qu'on attend de la participation. Si vous D'accord. allez suivre ces personnes-là pendant 2 ans, il faut leur expliquer. Il faut dire, on va vous visiter dans votre maison chaque 3 mois, chaque 2 semaines, chaque je ne sais pas quoi. Chaque fois qu'on vous visitera, on va vous prendre un échantillon de sang. Et il faut qu'ils sachent ça. Et il faut qu'ils soient préparés et à démontrer qu'ils ont bien compris ça. Ce qu'on fait au Mozambique, et c'est une chose que le comité d'éthique du Mozambique nous demande souvent, c'est qu'on fait un petit test à la fin du procédé de consentement Oui, pour vérifier qu'ils ont bien compris. Par très bien. exemple, pour l'étude du vaccin, on faisait des questions. On disait combien de fois allons-nous vous visiter pendant les prochaines 2 années? Une fois par mois. Et qu'est-ce qu'on va faire dans chacune des visites? Excellent. Certaines visites, on prendra du sang, certaines visites, on fera seulement, je ne sais pas quoi. Et Très bien. tandis qu'ils ne répondent pas bien à ces questions-là, ils démontrent qu'ils ont bien compris, Oui, tu leur permets de répondre à la question finale, acceptez-vous ou n'acceptez-vous pas très participer. bien. Excellent. Mais est-ce que, une fois qu'on participe à ce type
d'étude qui n'est pas dénué de risque, il y a une obligation morale, ou je disais réglementaire, du chercheur ou du promoteur de la recherche de délivrer le produit qui a été testé à des prix préférentiels ou alors gratuitement. Comment ça se passe? Parce que la question va se poser pour le Covid. Bien sûr, ça dépend beaucoup du produit et des résultats de la recherche. Par exemple, dans le vaccin du paludisme, Oui. on avait spécifié dans le protocole que si on démontrait l'efficacité du vaccin, à la fin de l'étude, tous les contrôles, tous ceux qui n'avaient pas reçu le vaccin, qui avaient reçu le vaccin contrôle, parce que ce n'était pas éthique de donner un placebo, on devait donner un vaccin différent qui protège pour une autre chose. Oui. Si on démontrait l'efficacité du vaccin du paludisme, Oui. tout le groupe contrôle devrait recevoir le vaccin du paludisme à la fin de l'étude de forme gratuite. Très bien. Et comment tu vois les choses? Comment ça va se négocier pour le Covid? Parce que c'est global et il se peut que les ressources ne soient pas suffisantes. Parce que j'ai participé à certains webinaires qui disent « Ah, les professionnels de santé seraient privilégiés. Ah, le personnel de sécurité sera privilégié. Ah, ben, ça sera pour le premier venu, premier servi. Ou alors, ça sera pour les pays qui pourraient se l'offrir. » Comment tu vois les choses sur le plan éthique où il y aura plus de tension, à ton avis? Pour moi, le défi éthique n'est pas là. Parce que le problème, Ok. c'est qu'on a 4 mois de connaissance du Covid seulement, on ne sait rien Oui. et on n'a pas pu se préparer. Et le problème a été une question de manque de préparation. On Oui. n'avait pas suffisamment de tests, on n'avait pas suffisamment de traitements. Euh, on a vendu l'efficacité de certains traitements sans le savoir. Tout à Alors, fait. pour moi, le défi éthique principal de Covid, c'est les faux prophètes. Oui, Et tout à je ne sais fait. pas si vous comprenez bien. Quand tu as Oui, oui, un oui. Trump qui dit que moi, je prends la chloroquine pour petit déjeuner, ou quand Oui, tu as un Bolsonaro au Brésil oui, euh, qui oblige oui. l'utilisation de la chloroquine sans savoir si Mhm. réellement ça a un bénéfice ou non, Oui, ça, c'est le défi éthique. Pourquoi? Quel est le type de connaissance qu'un président d'un pays ou un politicien a technique suffisante pour faire des affirmations comme celle-là, non? Je tout vais à vous fait. poser l'exemple. Je peux parler un peu plus en Oui, oui, détail oui. de la chloroquine au Brésil parce que j'ai participé dans un essai clinique pour Mhm. donner la chloroquine aux patients COVID plus graves. Très bien. Oh, Vous vous rappelez OK. qu'il y a différents Protocole. euh, Euh, oui, il y a presque une centaine d'études de chloroquine à ce moment-là dans le monde, mais il y a Oui, différents moments où on pourrait donner la chloroquine et où on pense que la chloroquine ou autre drogue pourrait avoir une efficacité. oui, tout à fait. Comme traitement de la maladie grave pour éviter la mort, Mhm. comme traitement de la maladie non grave pour éviter la progression en maladie grave, comme traitement des contacts d'un cas Mhm. index, Mhm. comme prophylaxie en général, même si tu n'as pas eu le contact avec un cas index. D'accord. Ça, c'est des différents scénarios d'utilisation. Pour nous, le plus important, c'était de démontrer l'efficacité pour prévenir la mort, parce que nous avons pensé, ça c'est le, c'est l'indication la plus intéressante parce que c'est là où on perd nos patients, non? Tout à C'est fait. plus grave. Si tu n'as pas un respirateur, si tu n'as pas un soin intensif, que peux-tu faire de plus, non? Alors, on Oui. a commencé un essai clinique qu'évidemment, nous avons rédigé comme protocole d'abord, qui a passé le Le comité. comité éthique Mhm. de Manaus, dans l'Amazonie, et en plus le comité national éthique du Brésil, le Très national. bien. Et on a commencé et on a fait tout ça dans un temps record. OK. Et nous avons eu l'approbation éthique. Le jour après, nous avons commencé l'étude. Et à environ 2 semaines après, quand on avait déjà inclus 81 patients dans le bras de chloroquine à dose haute, OK. Wow. on a dû arrêter parce Très qu'il bien. y avait un excès de mortalité dans le groupe de la chloroquine à dose haute. C'est ça. Ceci nous a mis des problèmes parce qu'évidemment, quand tu fais des essais cliniques, tu dois mettre des interim analyses, des analyses intermédiaires Intermédiaire. Tout à fait. qu'un comité scientifique externe
doit réviser et analyser et ils ont le pouvoir ou la Arrêtez. prérogative de pouvoir arrêter ou dire Oui, non, vous pouvez continuer. Et très quand bien. tu fais une étude aveugle on dit, blind, Oui, oui, tout à fait, aveugle. quand vous faites une étude aveugle, eux, ils peuvent être non aveugles, ils peuvent voir réellement qui a reçu quoi pour prendre leur décision. Euh, Excellent. Notre comité scientifique externe, ce qu'on appelle le DSMB, Data Safety Monitoring Board, Oui, a décidé qu'il y avait un excès de mortalité sur ce qu'on avait, sur ce qui était espérable et en comparaison avec le bras qui recevait la chloroquine à dose normale. Et ils ont très bien. décidé à arrêter ceci. Excellent, excellent. C'est une très belle illustration. Oui, Mais laisse-moi finir l'histoire parce que c'est oui, oui, encore plus intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? oui, euh, les chercheurs brésiliens, ou toute l'équipe de chercheurs, même ceux qui nous n'étions pas brésiliens comme moi, oui, ont commencé à être menacés avec même des menaces de mort. L'investigateur principal de l'étude, qui est un très bon ami, a reçu des menaces de mort et un procès juridique, comment on dit, oui, oui, un oui, un procès juridique. C'est du bon. président, Mon Dieu! de l'équipe du président, direct. Aïe, aïe, aïe. Donc, la gouvernance est très importante et les médias sont très importants dans ces Alors, histoires-là. qu'est-ce qu'on a dû faire? On a évidemment inclus Inclus, le oui, comité d'éthique qui nous avait approuvé l'étude. On a démontré que tout était bien fait, que oui, nous n'avons rien fait dehors oui, des procédés normaux oui, on a dû se défendre, évidemment, légalement, oui. d'abord. Mon Dieu. Mais maintenant, je ne sais pas si hier vous avez remarqué, mais WHO a arrêté toutes les études de chloroquine pour le traitement de la maladie grave. Oui, tout à Parce que fait, tout à ce n'est fait. pas seulement nous qui avons démontré, nous étions les premiers à démontrer que ce n'était pas safe, que ce n'était Oui. pas, euh, comment on dit safe, Sécuritaire, safe, c'est que ça, c'était pas sécuritaire. dangereux, Oui, oui, que c'était dangereux, oui. mais il y a eu après nous deux ou trois autres études qui ont démontré la même chose. Alors maintenant, Excellent. tout ça, ça aboutit à une interdiction de l'utilisation de la chloroquine pour la maladie grave. Tout à fait, tout à Et fait. nous C'est sommes très intéressant. en train d'attendre les résultats des autres études de l'utilisation de la chloroquine, parce Oui. que ce n'est pas seulement démontrer si c'est efficace pour prévenir ou pour un meilleur pronostic, Mhm. c'est aussi important de démontrer, c'est plus important de démontrer que ce n'est pas dangereux Tout à fait, tout à et fait. que ce n'est pas futile parce que vous pouvez avoir une drogue qui ne fait rien, mais alors Mhm. pourquoi devez-vous donner cette drogue? Quelle est la raison de donner cette drogue, non? Alors, Exactement. Exactement. Et surtout, c'est intéressant parce qu'elle a été utilisée hors homologation. Alors, il est très important de voir est-ce qu'on pourra retenir la chloroquine comme traitement du Covid. Et ça, c'est une démarche très intéressante. Donc, par rapport au même protocole, on peut en avoir plusieurs implications, aussi bien cliniques que de lutte contre la pandémie. Ben, c'est formidable, ce témoignage est très intéressant. Alors, maintenant, je voudrais te dire effectivement quelle est l'importance qu'il y ait une mise à jour et une veille scientifique, hein, de tous les politiciens de santé publique finalement pour pouvoir justement arrêter certaines politiques, réajuster, n'est-ce pas? Donc c'est une démarche éthique aussi, hein, c'est très intéressant. Comment ça se passe en Espagne? Et est-ce qu'il y a une veille scientifique par rapport à ça? bon, il devrait y avoir une veille scientifique. Il devrait y avoir une institution ou une entité qui soit capable de réviser les concepts théoriques. Le problème, c'est que souvent, il n'y en a pas et ça dépend dans les institutions qui font la recherche. Par Mhm. exemple, en Espagne, l'institution où je travaille à Barcelone a son Oui, propre comité scientifique qui fait la révision et décide si quelque chose a du sens ou n'a pas du sens du point de vue très bien. scientifique et technique. Excellent, excellent. Souvent, c'est les pays les plus pauvres qui ont des institutions plus fortes, centralisées pour faire ça.
parce qu'il n'y a pas la capacité de faire ça de forme décentralisée. Tout à fait. Mais dans les pays plus développés, souvent, c'est les propres institutions qui font de la recherche qui ont ce rôle-là ou qui jouent ce rôle-là de forme décentralisée. Excellent, c'est une très bonne chose. Alors, justement, en tant qu'éditeur d'une revue qui traite des maladies tropicales, quel type d'articles on t'a soumis pendant la période du Covid? Bon, on a continué à recevoir, c'est une petite Ok. revue que je dirige, c'est le Journal of Tropical Pediatrics. Vous pouvez imaginer le thème de médecine tropicale pédiatrique, c'est pas une chose très excitante pour la plupart des chercheurs du monde. Mais il y a un petit groupe de gens qui sont intéressés spécifiquement à ce thème-là et nous sommes toujours les mêmes qui travaillent en ce genre de thématique. Nous, on a une équipe éditoriale de 8 personnes qui fait un premier screening de tous les papiers qui nous arrivent Mhm, pour voir si le papier vérifie les normes basiques. Si c'est mhm. une étude qui a besoin d'une approbation éthique, est-ce qu'il y a l'approbation éthique? Si c'est une étude qui a besoin d'un consentement éclairé, est-ce qu'il y a ce consentement? Il y a écrit dans le document qu'il y a eu le Mhm. procédé de consentement éclairé. Très bien. On vérifie aussi le plagiat, comment on dit, le plagiarisme. Oui, le plagiat, oui, oui. C'est le fait de copier, de reprendre, ne pas citer d'autres auteurs. On a un software qui est gratuit, qu'on Oui, peut oui. charger d'Internet, et qui nous permet de voir quel est le pourcentage de paroles dans le papier qui a été déjà écrit dans un autre lieu. Très bien. Et vous surprendrez de voir la quantité de plagiat qu'il y a dans le monde scientifique. Oui, oui, tout à fait. Même du autoplagiat. Mhm, mhm. Évidemment, nous avons tous la conscience de penser que non, moi, j'utilise le même paragraphe que j'avais utilisé dans notre papier. Ça, c'est considéré pas acceptable non plus parce que c'est s'autoplagier. Mais bon. Tout à fait, tout à fait. Et Mais par rapport au Covid, tu as reçu des papiers par rapport au Covid? bien sûr. Alors, ce qu'on a dû faire, c'est prioriser Oui. la révision initiale. Mhm. Ce que l'équipe éditoriale fait, c'est de décider si le papier va être révisé par des experts ou non. D'accord. C'est la première barrière pour décider Mhm, si le papier a une chance d'aller dans le journal ou n'a pas de chance. S'il mhm. n'est pas suffisamment bon, il meurt là et on fait une lettre de rejection Mhm. et on encourage les auteurs à adresser les problèmes qu'on a détectés. Mais s'il a suffisamment de qualité pour être évalué par un expert, alors on l'envoie à un minimum de 2 experts. Très bien. Pourquoi faisons-nous ça? Parce que nous ne sommes pas experts de tous les thèmes, Exact. c'est évident. Alors, on peut pas, on doit nous baser sur Oui. l'expertise d'une liste, d'une base de données qu'on a de centaines d'experts dans chacun des thèmes. Mhm. Et c'est eux qui vont nous dire, non, apparemment, l'article avait l'air d'être bien, mais ça porte rien de nouveau. Ça a déjà été démontré par je ne sais pas qui, et qui nous donne une évaluation. Pour le Covid, Oui. on a continué comme ça. La seule différence, c'est que les papiers Covid étaient gratuits. On Mhm. ne devait pas payer pour qu'ils soient open source. Oui. Ils peuvent être disséminés de forme ouverte et libre. Et le procédé de révision était agilisé. Normalement, nous sommes une revue rapide. En 3-4 semaines, normalement, nous donnons une réponse. Parfois 2 mois au lieu d'1 mois, mais si vous comparez avec d'autres revues, c'est assez rapide. Tout à Pour le fait. Covid, on devait donner une première réponse dans les premiers 10 jours. Mhm. Ça, Mhm. c'était notre compromis. Alors, Oui. ce qu'on a assumé, c'est que ce qu'on a décidé, c'est que j'allais faire moi le premier screening, le premier check de tous les papiers qui soient de Covid, c'était moi révisé au lieu de les distribuer par tous les éditeurs. Et si j'ai Très bien. besoin d'aide, je demande de l'aide. Mais ponctuellement, ils arrivent tous D'accord. dans mon inbox pour Oui. donner la priorité.
Mais il traitait de quoi? Et est-ce que c'était plutôt des études descriptives, cliniques? Ça traitait de quoi? Sur quoi se concentrent les groupes de recherche et de quel pays tu as reçu? C'est pour voir quels sont les pays les plus actifs finalement. Oui, notre revue, nous recevons beaucoup de papiers de l'Inde, nous recevons beaucoup de papiers de la Turquie, beaucoup de papiers de l'Iran. Mhm. Et nous recevons un peu, c'est des pays qui nous envoient, qui ne sont pas trop habituels dans la recherche, dans les revues de haut niveau. Et c'est vrai aussi que nous reject, comment on dit, Vous rejetons- revalidez? Oui. nous n'acceptons pas Mhm, mhm. la grande majorité des papiers qui nous viennent parce que la qualité est très mauvaise souvent. D'accord. Alors, au début de la pandémie, Mhm, on a reçu beaucoup de révisions, mhm. une révision synthétique de ce qu'on sait sur le Covid et les enfants. Alors, D'accord. ça, c'était intéressant, mais il fallait Mhm. voir si ça avait la suffisante qualité pour le publier. Et on a rejeté presque la majorité de ce on a reçu. Oui, Une fois on a commencé à savoir un peu plus sur le Covid, on a reçu des papiers un peu plus spécifiques très bien. sur des thèmes comme le traitement des enfants, la caractérisation clinique des cas pédiatriques. Et on recevait beaucoup de papiers de la Chine, souvent D'accord. parce qu'ils étaient rejetés d'autres revues. Alors, Très ils bien. nous les envoyaient à nous. Euh, D'accord. mais le profil de type de papier, ça a varié au fur et à mesure que les connaissances sur la maladie changeaient. Alors, tout à l'heure, tu as parlé et tu as dit la qualité. La qualité était insuffisante, alors on les a rejetés. Alors, comment on s'adresse à des étudiants en médecine, des futurs chercheurs chez qui on voudra qu'ils se développent dans la recherche? Qu'est-ce que tu veux dire par qualité? Qu'est-ce qui fait qu'on rejette un papier malgré une thématique très importante? Oui. Oui, et en plus, il faut faire attention à ne pas rejeter un papier à cause du mauvais anglais seulement. Parce que Oui, quand tu reçois un papier de la Chine, tu sais que l'anglais va être un désastre. oui, Et, mais ça, on a toujours essayé de faire l'effort de ne pas regarder l'anglais. Et si le papier a une suffisante qualité, mhm, alors on peut toujours demander une révision par un expert en mhm. langue anglaise, hein. Très bien. Mais du point de vue scientifique, Oui, c'est très important que la recherche qui est reflétée dans les papiers ait suivi les procédés méthodologiques normaux, oui, non? Un papier scientifique toujours a une introduction, une partie qui parle des matériaux et méthodes, une partie qui montre les résultats, une partie qui est la discussion. Euh, et il faut respecter ça. C'est une chose qui n'a pas varié dans les derniers 100 très bien. et qu'on toujours faire comme ça. D'accord. Les méthodes analytiques aussi utilisées pour arriver au résultat, ça c'est une chose qu'il faut vérifier toujours. C'est évident que quand on étudie médecine, on ne reçoit nécessairement pas les connaissances ou la formation en statistique ou en analyse avancée pour savoir si l'analyse qui aboutit à certains résultats est l'analyse qui est l'adéquate ou Oui, non. Et ça, c'est notre rôle, c'est de voir est-ce que méthodologiquement parlant, est-ce que les résultats obtenus sont robustes, sont vérifiables, pourraient être oui. reproduisables, Reproductible? Oui, oui. reproductibles, parce que ça, c'est évident. Et comment pouvons-nous garantir qu'ils n'ont pas inventé les résultats ou qu'ils ne sont pas en train de donner une opinion d'expert ou Oui, sinon que c'est les résultats qui ont été obtenus après oui, suivre un procédé de recherche robuste et très bien. strict. Donc, la qualité des données, la qualité de recueil de données et leur fiabilité n'est pas négociable, qu'il y ait urgence ou pas urgence. Non, Très bien bien. sûr. Bien sûr Donc que non. ça c'est un élément très important. Maintenant, Ce qui est pour... négociable, Iman, excuse-moi, ce qui est Oui, oui, négociable, c'est l'interaction avec les éditeurs des journaux. Le très bien. paper qu'on a produit pour l'essai clinique au Brésil Oui, donnait des informations d'énorme utilité en termes de santé publique. Une drogue certainement. que tout le monde est en train, a le désir d'utiliser est potentiellement dangereuse et peut tuer. Alors, la négociation qu'on a fait avec l'éditeur chef du JAMA, le Journal of American Medical Association, Mhm. c'est êtes-vous intéressé? Ils nous ont répondu bien sûr que oui. Nous vous demandons une peer review en 3 jours.
Et 2 jours après, on avait le résultat de la peer review, même avant que 3 jours. Très bien. Ça, c'est ce qui est différent dans le contexte d'une pandémie. On Excellent. peut discuter avec les éditeurs, on peut établir une relation qui normalement est très distante. Quand tu Tout à n'écris fait. jamais l'éditeur, tu pressionnes jamais l'éditeur. Et nous Oui, pressionnerons jamais les éditeurs en termes de l'acceptation ou non. On peut pressionner en termes de quel est le temps où on aimerait recevoir une réponse de la votre part. excellent, excellent. Alors, justement, maintenant, en tant qu'épidémiologiste et pédiatre, quelles sont les principales questions de recherche qui sont prioritaires actuellement sur le Covid? Euh, Bon, ça continue à être la même chose. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour prévenir le Mhm. Covid? Oui. Peut-on nous utiliser pour améliorer le pronostic? Mhm. Tu sais que la plupart des personnes qui s'infectent ne développent pas une maladie grave. Tout à fait. Mais il y a 2, 3, 4% des patients qui s'infectent, au moins de ceux que nous savons qui sont positifs, Oui. de ceux qui ont débuté avec de la symptomatologie clinique, qui auront une maladie grave Mhm. et potentiellement mortelle. Alors, que peut-on nous faire pour éviter cette progression de un simple épisode clinique avec un peu de toux et fièvre à une maladie qui peut te tuer en quelques heures? Très bien. Ça, c'est le grand thème. L'autre Mhm. grand thème, c'est pour la prévention, pouvons-nous utiliser des drogues Mhm. pour éviter l'infection ou pour éviter la progression à une maladie clinique, ou pouvons-nous utiliser un vaccin? Ça, c'est les thèmes les plus urgents. Très bien. Il y a aussi des thèmes plus génériques, plus épis, et comment se produit la transmission d'une personne à l'autre. Mhm. Euh, Est-ce que les enfants qui n'ont Oui. pas une maladie grave, Mhm. comment peut-on nous faire pour comprendre pourquoi les enfants sont plus protégés que les adultes? Et peut-être si on arrive à comprendre pourquoi les enfants sont plus protégés, on arrivera à désigner, à penser à des Mhm. stratégies basées sur cette différence entre enfants ou adultes. D'accord. Et ce genre D'accord. d'information-là est aussi fondamental si nous voulons, par exemple, donner des recommandations. Est-ce qu'on peut réouvrir les écoles? Tout à fait. Non? Si nous savons que les enfants ne transmettent pas, alors il y a un risque modéré de réouvrir les écoles. Si nous savons que, comme dans la grippe, les enfants transmettent beaucoup et très bien, alors on ne peut pas réouvrir les écoles. Vous Tout à savez, fait. que pour la grippe, c'était les enfants qui contribuent à la majorité de la transmission. Tout à fait. Pour la COVID, on pense que ce n'est pas le cas, mais on ne Mhm. sait pas encore. Nous sommes trop jeunes dans la recherche sur le COVID et les enfants. Tout à fait. Alors, à ton avis, ce type de question de recherche doit avoir une ampleur globale ou se faire au niveau de chaque pays et puis on converge les résultats, ou alors ça demande un effort énorme comme pour ceux des essais cliniques où il a fallu recruter dans plusieurs pays pour avoir une puissance suffisante. Euh, Évidemment, répéter des études presque identiques dans des différents pays, ça n'a pas beaucoup de sens. Tout à fait. On dépense beaucoup d'argent pour redémontrer la même chose. Mhm. Mais nous ne savons pas beaucoup s'il y a une variabilité dépendant du pays ou de la race ou de... On ne sait pas trop sur ça. Alors, tout au début, l'urgence nous a poussé à faire des choses de forme individuelle, même pas par pays, mais presque par hôpital, non? Oui, L'hôpital tout à A à fait. Barcelone faisait cette étude clinique qui était répétée par l'hôpital B et ils ne se parlaient pas entre eux, non? Oui. Mais, mais il y a des gens qui savent plus que nous, et par exemple, à WHO, ils ont proposé faire cette étude multicentrique qui s'appelle Mhm. Solidarity. Oui, C'est une étude sur la chloroquine tout à fait. et pour prévenir l'infection et pour prévenir le développement de maladies à côté de ceux qui sont des cas index. Mhm. Et
Et l'idée ici, c'était, on fait une seule étude avec un protocole unique et tous ceux qui veulent s'unir, bienvenue. Très bien. Très bien. Alors, ça, pour moi, ça a beaucoup plus de sens parce que les résultats seront comparables dans une étude ou l'autre, les doses seront les mêmes, Mhm, le protocole sera identique. Alors, pour moi, ça a beaucoup plus d'utilité parce que mhm, alors on peut tout d'abord comprendre aussi si c'est tout semblable mhm. parce qu'on pourra comparer et on ne doit pas faire 50 000 protocoles différents pour résoudre la même question de recherche. Tout à fait. Donc tout ça, c'est une question d'éthique aussi, hein. Très bien. Alors maintenant, quelles sont tes frustrations par rapport à la gestion de cette pandémie, hein? Tes frustrations en tant que chercheur et en tant que pédiatre aussi. Comment tu aurais aimé que les choses se passent d'un point de vue organisationnel? Ou je ne sais pas, je me pose la question parce que tu as les deux casquettes, donc tu es en mesure d'apporter un regard critique beaucoup plus pertinent. Bon, à nouveau, je crois que c'est l'intervention de la politique au milieu de la recherche. Non? Je pense à l'exemple de la France, par exemple, qui Oui. probablement vous est beaucoup plus proche. Et j'imagine Mhm. que vous aurez suivi, il y a toute la polémique qu'il y a eu avec Didier Raoult, non, il s'appelle le Oui, médecin, oui. Didier euh, Raoult, oui. et les politiciens et le débat, non, euh, qui à la fin a polarisé beaucoup la population. Tout à fait, tout à Et, fait. et- et je crois que je sais qui a raison, mais je ne veux pas entrer sur qui a raison ici. Je veux seulement dire que c'est pas la méthode de discuter la Tout à fait. science. C'est pas la méthode de discuter la science dans les plateaux de la télévision. C'est pas la méthode de discuter la science en général. Les politiciens en général n'ont aucune idée de la science. Les médecins, chercheurs vedettes, souvent n'ont pas beaucoup d'idées de ce qu'ils parlent de la science. Et la seule chose qu'ils parlent, c'est les résultats bien faits, bien vérifiés, peer-reviewed. Oui, Euh, c'est la seule chose, c'est le seul langage commun que nous avons les chercheurs. Sans très ça, bien. nous sommes perdus. Parce que alors, c'est l'opinion d'un contre l'opinion de l'autre, vers la personnalité d'un contre la personnalité de l'autre. Tout à fait. Alors, pour moi, plus que ma grande déception, c'est ma grande satisfaction de tout ce procédé-là, c'est que tout d'abord, on a même des ennemis irréconciliables ont réussi à travailler ensemble. Mhm, Il y a des très bons exemples de gens qui ne se parlaient pas, mais qui ont fait des études COVID ensemble. mhm. Et, et aussi la réponse des revues et des plateformes de publication, de dissémination de résultats, même les plateformes de résultats non peer-reviewed, Mhm. qui ont travaillé super agilement et ont garanti que les résultats étaient là disponibles pour être évalués. Très bien. Très Et bien. c'était très clair. Par exemple, il y a des plateformes comme DVDX, je ne sais pas comment ça s'appelle, Mhm. où on peut poster tes résultats. Il y a un très grand banner qui dit attention, ces résultats ne sont pas peer-reviewed, mais ils Voilà. sont disponibles pour qui que soit puisse les analyser, les vérifier. Excellent. Et Donc, ça, d'où c'est la première l'intérêt. fois que, comme Oui, chercheur, je vois oui. un boom énorme de ce genre d'interchange d'informations scientifiques. OK. Très bien. Et en tant que clinicien, en tant que pédiatre? Bon, les pédiatres, nous n'avons pas eu trop de boulot. Ah, ah. Euh, J'allais dire malheureusement parce que je suis frustré que je ne puisse pas travailler plus comme Oui, pédiatre. oui, J'aurais aimé aider oui. plus dans Mhm, le front line. Mais, mais la réalité, c'est qu'il y a eu peu de travail pédiatrique parce qu'il y a eu peu de mhm, cas, au moins dans mon entourage. On a eu certains cas de maladies graves mhm, parmi les enfants, mais pas nécessairement causés directement par le mhm. virus, mais comme une réponse inflammatoire secondaire Oui, ou delayed, comme on dit, plus tard, oui, oui. Tardive. 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 Je suis sûr que vous aurez vous aurez entendu parler.
c'est comme le syndrome de Kawasaki ou comme une réponse inflammatoire sévère. Très bien. Et ça, c'est les peu cas qu'on a eu de maladies graves par Covid. Si on ne compte pas les enfants qui avaient déjà une maladie grave, comme du cancer ou d'autres choses. Très bien, très Alors, bien. il n'y a pas eu beaucoup de travail. Comme clinicien en général, j'étais frustré parce qu'on n'a pas eu les moyens pour nous protéger suffisamment Tout à fait. et on nous a demandé de travailler à 250% de notre capacité. Tout à fait. Et si vous voyez les données, le groupe qui s'est infecté le plus en Espagne, Tout à fait. c'est les professionnels de la santé. Et c'est surtout parce qu'ils n'avaient pas les moyens de protection Tout à nécessaires. fait. Tout à fait. Ça a été très frustrant parce que vous voyez les footballeurs qui se font des tests, je ne sais pas quoi, mais le médecin qui est en train de travailler aux soins intensifs n'a même pas un rechange pour le masque ou Oui, un outil suffisamment bien tout à protégé. fait. Donc ça aussi, c'est une question qui est éthique. On va débattre avec un prochain expert. Alors maintenant, ma question pour toi, si on veut s'ouvrir dans une perspective, hein, si on veut voir le futur, comment on pourra profiter de cette expérience du Covid pour améliorer la recherche ou organiser mieux la recherche pour qu'elle soit plus efficace, plus efficiente? Par rapport, moi, je te parle en tant qu'une personne qui a visité différents systèmes de santé et implémenté des projets de recherche dans différentes cultures et différents systèmes de santé. Parce qu'il y aura certainement des choses à reconsidérer. Oui, bien sûr. Je crois que ici, nous avons fonctionné beaucoup en relation à l'urgence Oui, et nous avons fonctionné beaucoup selon le degré d'affectation du pays où on était. Non? Quand tout à fait. l'Italie était le premier pays européen très fortement affecté, beaucoup de recherches a commencé en Italie à cause de la nécessité. Ils devaient faire quelque chose. Il y a eu une mobilisation de la recherche italienne qui n'est pas une recherche traditionnellement très puissante, mais ils ont fait des choses fantastiques, mais à Très cause bien. de la nécessité. Ce que je me demande, c'est pourquoi les autres, nous n'avons pas réagi quand on a vu ce qui s'est passé en Chine d'abord et ce qui se passait en Italie et en Iran, qui étaient les premiers pays fortement affectés, pour que la situation ne nous prenne pas comme pas préparés. Tout à Pour moi, fait. c'est incroyable parce qu'il y a eu un décalage. C'est vrai que le décalage entre l'Italie et l'Espagne a été de 10 jours seulement. Oui, Mais le décalage entre les États-Unis et l'Italie, c'est de presque un mois et demi. Pourquoi les États-Unis n'ont pas répondu d'une forme beaucoup plus, euh, euh, solidaire. oui, même pas solidaire, mais préparée? Pourquoi ils n'ont pas été capables d'anticiper ce qui leur venait dessus? C'est Et ça. ici, je dois dire que les pays africains qui sont très habitués aux pandémies, aux épidémies, aux outbreaks, aux catastrophes naturelles, pour eux, ce n'est pas une nouveauté. C'est yet another one, non? Oui, Une autre infection qui vient et qui nous menace. Nous connaissons l'Ebola qui te tue dans un 60% des cas. Alors pour nous, le coronavirus, c'est une connerie, non? C'est une chose petite. Mais les pays africains, blague à part, ils ont réagi à temps. Ils ont fermé leurs frontières. Même, il y a des cas où des pays qui n'avaient même pas eu le premier cas dans le pays et avaient déjà fermé leurs frontières aériennes, terrestres, etc. Alors, je ne veux pas dire que les Africains ont fait mieux, parce que si on devait faire une auditorie de si on fait bien ou non les choses dans la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, on verrait que c'est une catastrophe. Mais au moins, ils ont fait ce qu'on attendait d'eux au moment où c'était attendu. Et ça ne s'est pas passé d'accord. comme ça en Espagne, en Italie. On a dû courir D'accord. derrière le virus et la plupart des pays africains, ils ont couru par devant du virus. C'est ça. Et je Tout ne à sais fait. pas si ça a contribué ou non, mais pour le moment, la COVID n'a pas explosé encore dans la plupart des pays africains D'accord. subsahariens. C'est ça. Donc, c'est l'observation, c'est la recherche, c'est l'évaluation des mesures non pharmaceutiques et pharmaceutiques qui va nous dire ce qu'il en est. Si ces protocoles d'évaluation des mesures mises en place sont corrects
directement réalisé aussi. Hein. Bien sûr, oui. Et il y a une petite différence qui est importante peut-être pour nous faire réfléchir, c'est que traditionnellement, les pandémies, elles vont toujours dans la direction contraire. Elles commencent dans les pays très pauvres Oui, et elles se déplacent, elles sont importées aux pays plus riches. C'était le cas de l'Ebola, c'était le cas de beaucoup d'autres infections. Et, et alors, le monde occidental ou les pays plus riches ont cette attitude un peu paternaliste c'est ça, tout à fait. de dire, bon, on réagira, ça ne va pas nous passer à nous, ça c'est une chose des pauvres, c'est une chose des... ça ne va pas nous passer à nous, quand ça viendra, on se préoccupera. Et avec l'Ebola, on a vu très bien ça, et il y a eu 3 ou 4 cas importés de l'Afrique en Espagne ou dans d'autres pays européens, et la capacité de réponse était là parce que c'était une chose petite. Ici, c'est Tout le à fait. contraire, ça a commencé en Chine, mais tout de suite, les pays les plus affectés, c'était les pays riches. C'était l'Espagne, c'était l'Italie. Et ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient pas comment répondre. Ils n'avaient pas l'habitude, ils n'avaient pas l'agilité nécessaire pour répondre. Alors, ça leur a pris pas préparé, pas suffisamment Préparé. préparé. Donc, à ton avis, il y a une attitude qui va changer par rapport à la recherche en urgence, à s'organiser différemment. Donc, ça sera peut-être l'impact de cette pandémie. C'est sûr, c'est sûr. Et cette pandémie nous a rappelé que les infections peuvent changer le monde. Tout à fait. Tout à fait. Les dernières 20, 30 années, il y a eu une pression énorme pour donner une importance aux maladies chroniques et qui sont une cause très importante de mortalité, évidemment, les cancers, les maladies cardiovasculaires, les diabètes, etc., etc. Mais en 5 mois, comment a changé le monde? Oui, C'est un appel, ça nous a donné un appel véritable de la puissance des oui, infections et que les infections, c'est pas une chose des pauvres, c'est une chose réellement globale. oui, oui, tout à fait. Alors, dis-moi maintenant, oui, pardon. Maintenant, pour revenir à la formation, parce que notre webinaire, c'est pour la formation, la sensibilisation des jeunes médecins. Donc, aussi bien qu'on soit praticien, à pratiquer, c'est très important d'avoir des bases de recherche, n'est-ce pas? Et des bonnes pratiques de recherche pour pouvoir justement adhérer au protocole de recherche sur les maladies infectieuses, adhérer aux mesures de prévention. Donc pour toi, quel est je dirais, le cursus idéal pour qu'une personne puisse être efficace, efficiente face à des maladies émergentes pour lesquelles il faudra que tout le monde puisse s'inventer investigateur et praticien pour clôturer? Pour moi, il y a une chose très importante, c'est la curiosité. Oui, Sans tout à fait, curiosité, il n'y a pas de recherche. tout à fait. Si vous n'êtes pas curieux, vous serez un investigateur pénible. Ça ne va pas Oui, marcher. tout La à fait. curiosité est très liée à la vocation. Ça établit un cercle vertueux alors, tout d'abord, il faut être curieux, il faut se faire des demandes, des questions souvent. Quand tu vois quelque chose, te poser la question pourquoi ceci est dû à ça, pourquoi je vois ça. Ça, c'est pas ce que j'ai lu dans les livres. Pourquoi est-ce que je suis en train de voir? C'est la même chose qu'avec les premiers cas de Kawasaki qu'on a vus en relation au Covid, non? Oui, Euh, je suis en train de voir un peu trop de cas de Kawasaki de ce que j'étais habitué à voir. Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec le Covid? Et oui, en plus, il y a la moitié des cas qui ont une infection pour Covid confirmée. Ouais, il doit y avoir quelque chose. Alors, je pose bien la question et je la résous avec la recherche. Ça, c'est le premier pas. Évidemment, la curiosité seule n'est pas suffisante. Il faut avoir une base méthodologique. Et tout à fait. ça, malheureusement, la carrière de médecine, soit au Maroc, soit en Espagne, soit en général, sauf l'exception des pays anglo-saxons, l'Angleterre et les États-Unis, c'est pas intégré. Les médecins, ils ne font que soigner. Les chercheurs, ils ne font que la recherche. Il n'y Oui, a pas une intégration véritable. Moi, j'ai fait 11 ans de formation, 6 ans de médecine,
1 an d'examen national et 4 ans de spécialisation en pédiatrie. Et personne pendant ces 11 ans m'a expliqué qu'est-ce que c'était un papier scientifique, quel était pourquoi je devais lire la littérature scientifique et pas les livres. Parce qu'il n'y a pas une culture, malheureusement, dans la plupart des lieux, il n'y a pas une culture d'intégrer bien les deux choses. Tout à fait. Avec des exceptions, évidemment. Hein. Alors, Mhm. la méthodologie, ce n'est pas une méthodologie évidente, ce n'est pas une méthodologie facile à comprendre si on ne nous l'enseigne pas. Ce n'est pas évident apprendre la statistique, ce n'est pas évident certaines méthodologies de recherche, pourquoi c'est plus important de désigner une étude comme une étude randomisée, clinical trial, ou une étude de cas contrôle, ou une cohorte, je ne sais pas quoi. Ces choses-là, c'est beaucoup plus facile de les digérer quand on nous les explique. Oui, C'est tout même à fait. difficile à les lire et à les entendre quand on les lit seulement. Alors, mon conseil ici serait développer votre curiosité tout d'abord, mais essayez de faire de la formation en parallèle sur ces thèmes-là. Même si c'est des formations courtes, ça sert toujours. Tout à fait, tout à fait. Ben, c'est une belle conclusion. Ben, écoute, je te remercie énormément. C'était très riche en enseignements. Tu nous as raconté enfin, je dirais du vécu, ton vécu par rapport à la recherche au Covid au Brésil. C'était un témoignage fantastique. Tu nous as parlé de l'expérience en Espagne et puis au Mozambique. Donc, c'était très, très riche. Tu as rempli ton contrat parfaitement. Mais écoute, je te remercie énormément, Kike. Je suis sûre qu'il y aura de très bons retours de la part des étudiants qui ont participé à ce séminaire. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera assez vite, n'est-ce pas? C'est sûr. Tant que quand vous ouvrirez à nouveau votre frontière, je serai là. Certainement. Ben, merci beaucoup. Ça sera pareil pour moi. Merci beaucoup. Ben, À écoute, très je te bientôt. remercie beaucoup. Merci, à bientôt alors. Et Bon merci à courage. tous pour S'il y a une la question, il y a patience de deux questions. m'écouter. Ok. Bye bye. Il y a deux questions. Non. Monsieur Zarvoni, attendez. Je ne pense pas que ça soit pertinent de répondre à ces questions dans le cas de ce webinaire. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y répondre dans une... Mais pour les besoins de ce séminaire et pour les objectifs de ce séminaire, ces questions ne me semblent pas pertinentes par rapport à notre invité. Je vous remercie de votre compréhension. Merci. Donc voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin de la discussion. Et on vous remercie pour votre participation et on se retrouve pour le prochain webinaire qui va traiter le 5 juin sur donc l'intelligence artificielle et les conflits éthiques et plus particulièrement sur l'apport du traçage et des applications de traçage pour identifier les cas contacts et les cas comme conflits éthiques du bien commun versus liberté individuelle et confidentialité. Donc, on espère qu'on va vous retrouver pour ce prochain séminaire le 5 juin qui sera aussi en direct avec professeur Fellah. Merci beaucoup et donc à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Bye bye, bye bye, merci.